toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission du mardi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'informations sur la Vendée. Et aujourd'hui, on va parler vétérinaire ou rassemblement, regroupement de plusieurs vétérinaires. Ce regroupement va être officiel à la courant du mois de mars et on va en parler avec nos deux invités qui sont sur le plateau de la grande émission. Mais avant de les accueillir, j'accueille les filles du mardi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, les filles du mardi, c'est toujours pareil. Laure et Leslie, bonjour, ça va bien? Très bien. Alors Leslie, oui. Deux cas. Enfin, deux explications. Deux explications. On va pas parler de cas concrets, on explique ce qu'est une caution. Ouais. Dans le cadre d'une location. On est vraiment dans une location, je ne parle pas de caution bancaire. Et puis, on va parler de la portabilité du numéro. Je suis en plein dedans. On va en parler. On en reparlera après. Ouais, on en parlera après. Ça, c'est pour Leslie. Et Laure? Moi, je vais parler fourrure. Presque en lien avec... c'est en lien, c'est parce que j'ai vu que c'était des vétérinaires. Donc, la fourrure. C'est une chronique fourrée. Chronique fourrée. Voilà. Alors, je ne sais pas si Julien va nous faire une cuisine fourrée, j'en sais rien. Mais Julien du Carreau à La Roche-sur-Yon, qui vient de temps en temps nous voir. Bonjour. Ça va, Julien? Ça va très bien. Ouais. Et donc, on va cuisiner quoi? Alors, aujourd'hui, on va revisiter un petit peu la galette de blé noir. Oh, bah oui, la chandeleur et tout forcément. Ça, bien sûr. Donc, on va revisiter cette galette à base de chèvre et de jambon. Donc on va jouer un petit peu sur le visuel, on va y incorporer aussi un petit peu de pommes. Ouais. Voilà, on va faire un rouleau, on va faire différemment. Ouais, il est toujours très mystérieux, Julien. Et à la fin, c'est toujours très très bon. Je vous laisse commencer. Ça marche. Et puis on se fera un petit point tout à l'heure pour voir si vous travaillez bien. Parce que je note maintenant les cuistots. Non, je rigole. On se voit tout à l'heure. Alors, nous recevons sur le plateau deux vétérinaires. Nous avons d'abord Arnaud Bouton. Bonjour Arnaud, merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Vous êtes vétérinaire mixte. Oui. C'est-à-dire que vous faites à la fois les petits et les gros animaux. À la fois les chiens, chats et les nacs, et puis là, donc la rurale, les bovins. Les bovins. Vous êtes basé à La Roche-sur-Yon. Et je suis basé, oui. On va en reparler évidemment. Et à côté de vous, on a Frédéric Simons. Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Vous êtes vétérinaire équin. Exact. Jusqu'à maintenant basé à Mareuil-sur-Lay, mais c'est terminé. C'est en train de se terminer. On va le déménagement se prépare, c'est très chaud. Oui, je n'en doute pas. Et Frédéric, on vous voit de temps en temps dans l'émission Cavalcade. Exact. Donc vous êtes un habitué de la chaîne TV Vendée. Alors on parle des vétérinaires parce que vous avez décidé de vous regrouper. Vous êtes 7 associés, c'est ça? Vous regroupez sous une entité qui s'appelle Animea, c'est ça Arnaud? Voilà. Et alors, concrètement, aujourd'hui, il y a 3 endroits où on est, entre guillemets, vétérinaire en Vendée. Il y avait Mareuil. En Vendée, non, il y a beaucoup de vétérinaires. Non, mais je veux dire, il y a dans le groupe d'Animéa. La Ferrière et La Roche-sur-Yon. C'est ça? Et vous avez décidé de pratiquement tout regrouper à La Roche. Oui, grosso modo, oui. Enfin, ça s'est fait comme ça aussi, mais c'était le but, c'était de rationaliser des choses, c'est ça. Notamment pour la clinique des grands animaux. Équins et bovins et chevaux. Donc dans notre projet de regroupement, on a un petit peu repensé le fonctionnement de l'ensemble des sites et puis on a réfléchi à combien de sites on voulait garder. Donc on a effectivement 3 sites, dont un qui va déménager et qui va se rapprocher de La Roche pour essayer de centraliser un peu, parce que ça fait partie d'un des points qui motivait le regroupement, c'était justement d'être un peu proche et pouvoir travailler mieux ensemble. D'être central cette idée, vous l'avez eue il y a longtemps? Il y a presque 4 ans. 2012. Ah oui, donc c'était déjà un projet, vous aviez déjà l'idée de tous vous regrouper? Non, on réfléchissait comment on pouvait faire. Et dans plusieurs métiers d'ailleurs, on est lié à vocation à regroupement, et ça c'était plus dans un premier temps pour mélanger et se regrouper pour les investissements. D'accord. Mutualiser tout ça. Voilà, mutualiser tout ça. Et aujourd'hui, les investissements, on utilise les mêmes techniques en humaine et les mêmes produits, un peu plus adaptés en fonction de l'animal. Mais et donc ça, aujourd'hui, ça coûte cher, et c'est vrai que c'était un intérêt de pouvoir se regrouper. Oui. Ça veut dire qu'avant le fait de vouloir vous regrouper, vous travailliez ensemble jamais? Enfin, je veux dire, vous étiez même vous étiez concurrents? Vous étiez concurrents sur les cuines, oui, absolument. Donc, dans cette histoire-là, il y a un peu une idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut évoluer, on est des sociétés, et puis il y a un moment où
tu as envie de continuer à progresser, puis tu cherches des perspectives de changement, d'amélioration, et c'est comme ça qu'en y réfléchissant, on s'est regroupé parce qu'on avait, même si on était concurrents, on avait quand même des contacts, et puis on a essayé de nourrir ces contacts pour effectivement arriver à se dire, tiens, au fait, on pourrait peut-être construire quelque chose ensemble. Ensemble, ce serait peut-être pas plus mal et ce serait peut-être mieux. Et donc, par contre, la gestation de ce projet a été longue parce que je pense qu'il fallait prendre tout ce temps pour être bien sûr, parce que travailler... Parce qu'en fait, on est 7 associés, donc déjà, il faut qu'on soit globalement d'accord. 7 associés, mais en tout, vous êtes 16, c'est ça, si j'ai bien compris? Il y a 30 personnes au total, il y a 30 personnes. 16 vétérinaires. Donc c'est une vraie petite clinique, quoi. C'est une entreprise. C'est une vraie... On dit regroupement ou on dit clinique, d'ailleurs? Est-ce qu'on dit... Le terme clinique, en fait, c'est au niveau déontologique, ça veut dire quelque chose en ce sens qu'il y a un système d'hospitalisation, des actes de soins médicaux, pour les etc. animaux qui est accompagné. D'accord. Après, le regroupement, ça, c'est comme il y en a beaucoup en France, d'ailleurs. Ça existe déjà dans d'autres départements? Oui. Alors après, il y a des groupements qui se font simplement sur, par exemple, des achats de matériel ou de médicaments. D'accord. Et puis là, on a voulu fusionner tout. C'est à la fois les achats, tout mutualiser. Oui, donc il a fallu. C'est pour ça que ça a pris du temps, parce qu'il a fallu, dans un premier temps, valoriser les clientèles de chacun, savoir qu'est-ce que représente et qu'est-ce qu'apporte chacun, pour essayer après de savoir celui qui apporte le plus, celui qui apporte le moins. Voilà comment. D'un point de vue financier aussi, ça peut bien marcher. Bien sûr, évidemment. Mais est-ce que d'un point de vue de l'éleveur, ou même du propriétaire de chiens ou de chats, etc., est-ce qu'eux avaient une demande aussi que vous centralisiez ou que vous puissiez avoir à peu près tout au même endroit? En discutant avec vos... moi, je faisais partie d'une clinique en fait, où on était 5 au départ. D'accord. Et en fait, on faisait les 3 activités, canine, bovine et équine. Et on voit bien qu'à un moment donné, pour satisfaire toute la clientèle, quand on avait une urgence où il fallait partir à 1 heure de là, et puis on laissait tomber dans ces cas-là où il fallait annuler des rendez-vous en canine et tout ça, à un moment donné, que ce soit le propriétaire du cheval ou du chien, à un moment donné, c'est sûr qu'il peut y avoir des mécontentements. Ouais. Donc le but aussi de se regrouper, c'était de dire, après... moi, je ne vais plus exercer, par exemple, dans les chevaux, mais au moins, je vais m'attacher à privilégier, en ce qui concerne donc, la canine et puis la rurale un peu en garde. Et puis, ceux qui font les chevaux, ils font que les chevaux. D'accord. En fait, vous avez tout ce qui est chevaux, c'est Frédéric qui le fera maintenant. Vous avez donné les chevaux. Ils sont 5, il n'est pas tout seul, mais c'est Frédéric qui va gérer une partie. Nous, on est 4-5, oui, aussi. Il y en a qui sont à mi-temps, mais voilà. Donc ça permet justement de cibler. Donc c'est vrai qu'on s'est sectorisé du coup. De sectoriser et donc d'offrir un service auprès de vos patients, entre guillemets. On va y revenir. Leslie, je vous gardez votre question de côté? Je vais la noter. Vous la notez? Parce que maintenant c'est Laure avec sa chronique forêt. Excuse. Je disais juste que ça commençait à sentir très très bon en cuisine avec les pommes. Alors, Laure, la fourrure dans la mode. La place de la fourrure en 2016 dans la mode. Alors, presque en lien avec... c'est en lien avec nos intéressant parce que quand je suis arrivée, Adèle, tu m'as dit, mais c'est interdit la fourrure. Mais je croyais que c'était interdit de porter la fourrure. Et la toi vraie, aussi. pas de la Alors, non seulement c'est pas interdit, mais c'est très très présent dans la mode. Le marché de la fourrure a jamais été aussi... la vraie, on est d'accord. La vraie fourrure. D'accord. La vraie fourrure. D'accord. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde professionnel de la mode est très 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 partagé sur le sujet de la fourrure. Donc il y a certaines marques comme Karl Lagerfeld, Fendi, Saint-Laurent, Burberry et d'autres qui font des collections entières avec de la fourrure. Ouais. Et d'autres marques comme Ralph Lauren, Calvin Klein ou Tommy Hilfiger qui ont arrêté d'en utiliser. D'accord. Le magazine mode Vogue américain a les pages pleines de photos avec de la fourrure, alors que le Vogue britannique a décidé d'arrêter de publier des photos de mode avec. Donc c'est vraiment une ligne éditoriale. C'est un choix. C'est un choix. Exactement. C'est un vrai choix.
En prêt-à-porter, c'est pareil, il y a des marques comme Promode, Camaïeu, La Redoute, H&M, Zara, American Apparel qui se sont engagées à ne plus vendre de vêtements avec de la fourrure, alors que d'autres marques comme René Derry, 1, 2, 3, La Fée Marabouté, Pablo, Gérard Darel, Sandro, Sud-Express, Cyrillus ont choisi de continuer d'en utiliser. Cyrillus ? Cyrillus, ouais. Moi aussi, je me suis dit, oh, Cyrillus. J'ai rien contre les gens qui utilisent Cyrillus. Donc là, c'est quelques marques. On peut trouver la liste complète de ceux des avec fourrure et des sans fourrure sur un site qui s'appelle Campagne pour une mode sans fourrure. Je savais pas que ça existait. Si vous avez envie d'acheter éthique et d'être contre la fourrure. D'accord. Donc voilà, le monde professionnel est partagé, mais l'opinion publique aussi est très divisée. Quand on va sur les forums de discussion sur le sujet, les gens s'écharpent. Mais s'ils étaient les uns en face des autres, ils se taperaient dessus, je pense. Vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, il y a d'un côté les aficionados de la fourrure, pour qui la fourrure est synonyme d'élégance, de raffinement, de sensualité. C'est vrai, je dois reconnaître que moi, je trouve que la fourrure, c'est extrêmement élégant, extrêmement féminin, extrêmement raffiné. C'est chaud. Ouais, toi, t'aimes pas. C'est chaud. Voilà. C'est chaud. Il y a aussi les pays où il fait froid, comme le Canada, la Russie, la Chine, où effectivement la fourrure, c'est quand même, ça n'a pas été remplacé en confort. Bien sûr. Alors, cela dit, ce qui est drôle, c'est qu'une grande partie des fourrures est vendue maintenant dans des pays comme Dubaï, où il fait 45 degrés. Voilà. Donc sûr là, on voit moins le côté. Là, c'est plutôt une question de compte bancaire. Oui. Et d'esthétisme. Un autre argument avancé par les pro-fourrures, c'est le caractère naturel et 100% biodégradable de la fourrure par rapport à la fourrure synthétique qui, effectivement, pose ce problème du recyclage. Et enfin, le dernier argument avancé par les adeptes de la fourrure, c'est qu'on tue aussi les animaux pour manger et pour leur cuir. Et c'est vrai que quand on voit quelqu'un se balader avec des chaussures en cuir ou un blouson en cuir, ça nous fait ni chaud ni froid, alors que si on voit quelqu'un avec une veste en fourrure, on tique, les Antilles tiquent un peu plus. Or, le cuir, c'est de la fourrure sans poil. Frédéric Simon dit une chose intéressante, c'est pas les mêmes animaux. C'est la vie quand même. Ceux qu'on porte en fourrure, on les mange pas, ceux-là. Non, c'est vrai. Donc voilà, là c'était pour les pro-fourrure. Tout à l'heure, la parole sera à la défense. On verra les anti-fourrures. Le mouton, on le mange. Le mouton, ouais, les moutons le mangent et on utilise la laine. C'est pas cette fourrure-là la plus élégante. Normalement, on leur fait un beau pull Shetland, c'est joli quand même. Enfin, un manteau en mouton, c'est pas que tondu. Non. Ah bon ? Ah non. Non, je suis désolée. J'espère que t'as pas de manteau en mouton. Tu vas t'habiller en plastique. Vous allez vous habiller en plastique. Le pire, c'est l'astrakhan. Oui, l'astrakhan, mais ne le dites pas parce qu'elle va faire un malaise. Non, mais C'est quoi ? On en parle tout à l'heure. Parce que là, c'est Julien qui est en train de se battre avec ses pommes. C'est hyper impressionnant. Alors, Julien, on fait un petit point cuisine. Donc là, j'ai mis les pommes à cuire. On les découpe assez grossièrement, les pommes Vous voyez, là, je fais des pseudo-quartiers, là. D'accord. Des pseudo-quartiers. Non, mais je pas de souci. D'accord. Donc j'ai fait des quartiers. Et en fait, ces quartiers-là, ils vont nous servir... on va les mettre à l'intérieur du tube. On va faire un tube, en fait, un rouleau avec la galette. Ouais. Sur lequel on va mettre du jambon, les pommes. On va rouler. D'accord. On va cuire notre galette comme ça en tube. D'accord. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est une entrée. C'est une entrée. D'accord. Et puis à côté, là, j'ai fait... Qu'est-ce que vous avez fait, là ? J'ai fait un chèvre frais, en fait, que j'ai écrasé avec des noix, de l'huile de noix, du sel, du poivre et puis un petit peu de ciboulette. D'accord. Et en fait, on va servir ce mélange-là, avec le tube de galette. D'accord. Et le chèvre et la pomme se marient bien ? Oui, bien sûr. Ouais. C'est traditionnel dans le... Ça va ensemble, oui. Ouais, d'accord. C'est du jambon blanc ou du jambon sec ? Pardon, sec. Jambon sec. Ouais. Donc la pomme va apporter un petit peu de moelleux au tube, là, et voilà, ça va être sympa. D'accord. Vous m'intriguez avec votre tube. Oui. Mais en même temps, vous avez dit que c'était une galette revisitée. C'est ça. Donc en fait, voilà. Ça, on ne sait pas ce que Julien va faire. D'accord. Juste... Merci, Laure. Je suis vraiment une buse en cuisine. Il ne faut pas trop les faire cuire, les pommes, on est d'accord ? Si. Ah ouais, si. Il faut qu'elles soient cuites, ouais. Ça dépend de la texture que tu veux avoir. Mais j'apprends des choses tous les jours. Tous les mardis, j'apprends des choses ici en cuisine. Ce que je ne refais pas à la maison. Je dis plutôt à mon mari, je me raconte ma vie, je dis regarde l'émission. Comme ça, tu pourras me faire de la cuisine. Voilà, merci Julien. On va s'arrêter là. Je vous laisse continuer votre tube. Ça marche. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler vétérinaire. De retour dans
la deuxième partie de cette grande émission consacrée à Animea, qui est un regroupement de vétérinaires. On va en parler avec nos deux invités sur le plateau, Arnaud Bouton, vétérinaire mix basé à La Roche-sur-Yon, et Frédéric Simons, vétérinaire équin, qui était à Mareuil, qui migre à La Roche-sur-Yon. Alors justement, ce regroupement de tous ces vétérinaires-là, physiquement, géographiquement, concrètement, ça se divise en deux, c'est ça, sur La Roche-sur-Yon, Arnaud ? Vous êtes en deux pôles ? En 3 sites. C'est-à-dire ? Donc il y aura un site. 2 à La Roche et un à La Ferrière. 2 à La Roche et un à La Ferrière. Je parlais de La Roche, hein ? Oui, pardon. Tu parlais de... non. Il faut pas oublier. Le Alors, regroupement, il s'est fait quand même, voilà. il s'est fait quand même avec La Ferrière aussi. Donc il y a la clinique existante à La Roche, donc, qui s'est agrandie depuis quelques mois de 100 mètres carrés. D'accord. Là, c'est pour les petits animaux. Et puis donc à La Ferrière, pareil, c'était une clinique qui faisait les petits et les bovins. D'accord. Les petits animaux et les bovins. Et donc là, qui va être toujours ouverte pour les petits animaux. Et toute la partie donc, rurale, donc pour les bovins et pour les gros animaux. Les gros animaux, donc se fera donc sur la route de la Chaise, à côté de Beautour. Sur cette nouvelle structure. Voilà. Oui. Donc c'est route de la Chaise, c'est près du centre Beautour, en fait, c'est ça ? Voilà. C'est ça. Lieu-dit-la-Caillette. Lieu-dit-la-Caillette, voilà, c'est ça. C'est la folie, c'est pas ça ? C'est avant la zone de la folie. Avant la zone de la folie, pour ceux qui connaissent bien les alentours. Et la Caillette, c'est un des estomacs de la vache, d'ailleurs. Ah, dis donc, comme si c'était pas fait exprès. C'est ça. C'est bien. Donc là, vous créez une structure entière d'accueil de gros animaux. Exact. Et c'est là que vous allez être, Frédéric. Tout à fait. Vous êtes impatient ou pas ? Impatient ? Ah, certainement. C'est vrai ? Ah, oui. C'est un peu mon bébé, dit mon épouse. C'est vrai ? Ouais. C'est vrai. Mais C'est vrai. Concrètement, vous allez accueillir donc, des animaux quand même assez gros, chevaux, bovins, vaches, etc. Donc je suppose que concrètement, il faut énormément de place, des box. C'est ça. C'est l'inconvénient des grands animaux, c'est qu'ils ont besoin de place parce qu'ils sont grands. Ouais. Donc vous voyez la photo derrière vous, là, un cheval couché pour être opéré. D'accord. Alors c'est des images qui en sont pas de chez nous, puisque la salle n'est pas encore fonctionnelle. Voilà, mais c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire effectivement. Enfin, en fait déjà d'ailleurs à Mareuil, mais on a amélioré notre salle de chirurgie pour pouvoir continuer à bien travailler. Donc oui, il y a besoin de place parce qu'un cheval, vous voyez, ça pèse 500 kg en moyenne. Donc ça prend de la place et ça se manipule pas comme un petit chien. Donc, alors moi je vais vous poser une question certainement très bête. Je suis propriétaire d'un cheval ou éleveur par exemple. Qu'est-ce qui je vois pas entre guillemets, je me fais l'avocat du diable, l'intérêt de venir vous voir alors que vous pouvez venir chez moi. C'est quoi ? Il y a l'avantage de venir à La Roche. L'avantage, c'est qu'on va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut à domicile. Effectivement, aujourd'hui, on a des moyens pour faire pas mal de choses à domicile. Mais comme quoi, par exemple, des radios, des choses comme ça ? On peut faire des radios, mais on ne peut pas faire toutes les radios. On peut faire les radios des parties, entre guillemets, fines, donc les extrémités des membres. D'accord. Pour tout ce qui concerne le corps, même si effectivement il peut arriver qu'on puisse faire des radios de la tête, c'est pas conseillé pour des raisons de radioprotection. Donc on est mieux équipé à la clinique pour faire ce genre de radio-là. Et par exemple, les radios du rachis, ça on ne peut pas les faire à domicile du tout. On a des mauvais résultats. Et donc ça veut dire que vous allez avoir, notamment en ce qui concerne les radios, vous allez avoir une salle dédiée. On parle de plomb dans ces cas-là, on parle de... C'est une salle qui est complètement aménagée et protégée pour éviter d'émettre des rayons à l'extérieur de cette salle. Donc elle est prévue pour ça. Il y a des portes spéciales plombées. C'est ça. Ouais, tout à fait. C'est un peu l'obligation de moyens qu'on est obligé d'apporter pour les soins aux animaux des propriétaires. Et puis c'est une sécurité. Et puis, comme pour tout, les assurances aussi aujourd'hui, on ne peut pas plus faire n'importe quoi, ou quand on donne un diagnostic où on n'a pas donné tous les moyens qui étaient quand on va sur le terrain. L'intérêt aussi d'avoir une clinique, c'est que là on regroupe tout et
le but, c'est aussi de faire des diagnostics plus rapides, plus précis, et avec donc du matériel en conséquence. Adapté et en conséquence. Vous me disiez, quand on s'est eu au téléphone et qu'on a préparé un peu l'interview, vous me disiez qu'il n'existait pas ce genre de choses, enfin que entre Le Mans et Libourne, c'était un peu un no man's land, quoi, une zone... C'était un constat qu'on avait fait, effectivement, quand on parlait de regroupement, de se dire, mince, en Vendée... si on veut hospitaliser des chevaux longtemps, si on veut faire une salle de chirurgie qui soit correcte et puis pour faire de la chirurgie, voilà, exactement. Ouais. Et ben là, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas tout à fait rien, mais bon. Il y avait moins de choses, disons. C'est ça. Oui, c'est-à-dire que Le Mans-Libourne, c'est quand même pas une paille au niveau des distances. C'est-à-dire qu'il fallait aussi donc, que... Il y avait des chirurgies qu'on référait et tout ça. Donc après, quand déjà les propriétaires mettent du temps à répondre et tout ça... Le but là, c'est de pouvoir créer des nouveaux services qu'on ne pouvait pas faire avant, même pas, ou d'en faire plus. Et puis de pouvoir développer dans ces cas-là et que les gens restent sur le local. Sur place. Surtout qu'on a toujours dit, je me réfère à vous Frédéric, on dit toujours encore aujourd'hui que la Vendée est une terre de cheval. Oui, donc vous avez beaucoup de passion. Oui. On ne peut pas se plaindre. C'est ça. Un certain nombre de chevaux à soigner, oui, bien sûr. Ouais. Pas que sur la Vendée, parce que du coup, vu notre spécialité, on rayonne plus loin que la Vendée. On fait les départements limitrophes. D'accord. Ça rejoint le constat, effectivement, que les structures avec lesquelles on se met aujourd'hui en concurrence, c'est effectivement Le Mans et puis Libourne. Donc ça, c'est les deux structures principales, et on essaye de progresser et d'améliorer nos services pour effectivement rentrer en concurrence avec ces deux-là. Et notre territoire d'action correspond tout à fait à un vide entre ces deux cliniques-là. Comment prennent les éleveurs de chevaux, notamment ils apprécient, ils vont devoir se déplacer moins loin. Ouais. Arnaud ? Il y a toujours même pour nous, je pense qu'il y a toujours l'aspect, je dirais, mystère comment ça va être, et tout ça. Mais bon, de toute façon, le Français, il n'aime pas toujours le changement. Non, puis il y a la notion de proximité, je pense aussi. Après, il faut savoir communiquer et puis montrer ce qu'on peut offrir et puis savoir que ça vaut le coup quand même. Mais le changement, il est autant pour nous que pour eux. Mais dans le bon sens. Bien sûr. Non, mais la concurrence est toujours favorable, de toute façon. Oui, les gens vont rester libres de choisir où ils veulent aller. On va y revenir mais d'abord c'est Leslie avec la conso. Alors Leslie, être caution. Voilà, je dis bien être caution. Oui. Parce qu'il faut faire la différence et qu'il ne faut pas confondre la caution et le dépôt de garantie. On est dans le cadre de location, on est dans le cadre d'un bail d'habitation, dans une location. D'accord. La caution, c'est un garant. C'est une personne qui se porte garante pour vous au cas où le locataire ne paye pas ou n'assume pas les charges ou dégrade le bien. Le dépôt de garantie, c'est une somme que vous versez au moment de la souscription du contrat pour garantir d'éventuelles dégradations que vous pourriez commettre en cours de location. Voilà. Donc, lorsque vous êtes caution, le propriétaire peut vous demander forcément tous les documents qu'il est en droit de demander au locataire, à savoir les fiches de paye pour s'assurer du revenu, parce que forcément on va prendre... C'est souvent les parents qui font ça quand on loue l'appartement de l'étudiant, exactement, etc. Exactement. Les parents sont caution pour leurs enfants dans le cadre d'une location étudiante ou co-caisse, mais c'est vrai que les propriétaires se protègent de plus en plus à réclamer des cautions, même aux personnes qui ont des CDI et qui ont un salaire plus ou moins confortable. D'accord. Avoir une caution, c'est toujours rassurant pour le propriétaire parce qu'il y a quelqu'un contre qui se retourner si jamais le locataire ne paye pas. D'accord. Donc c'est toujours une sécurité supplémentaire. La caution peut ne concerner que le remboursement des loyers. D'accord. Ou alors, loyer et charges, parce que d'habitude ça va quand même ensemble. Et ça peut aussi concerner, comme je vous disais tout à l'heure, les dégradations
en cours de bail ou à la fin du bail. Quand on fait l'état des lieux de sortie voilà. et qu'on constate qu'il y a énormément de réparations à faire dans la location. La caution est interdite, j'ai oublié de dire, si le propriétaire a souscrit une assurance loyer impayé. Là, dans ces cas-là, la caution, le propriétaire ne peut pas non plus cumuler à l'extrême des garanties. D'accord. Voilà, ce serait plus ou moins injuste. Donc, être caution, c'est un engagement important que les personnes qui se portent caution ne prennent pas forcément la mesure. Les cautions ne prennent pas forcément la mesure. Sur l'engagement ? Oui. Parce que moi, je sais qu'à l'association, je vois des personnes qui viennent me voir en disant donc, je me suis porté caution pour le petit-fils. Entre-temps, on s'est fâchés, forcément. Ah bah ouais, c'est toujours les trucs de famille, toujours les situations les plus sympathiques. Et voilà, le propriétaire se retourne contre moi, mais bon, c'est lui qui est locataire, pourquoi est-ce que c'est à moi de payer ? Vous êtes caution. Et pourtant, l'acte de caution n'est valable que si c'est écrit à la main, donc vraiment à la main, de façon manuscrite. Ah oui, c'est-à-dire que monsieur et madame se portent caution de un tel. Il y a un modèle où le caution est obligé d'écrire à la main le montant du loyer. Je me porte caution pour. Et si c'est pas écrit ? Je prends bien conscience de l'engagement que si monsieur machin ne paye pas, c'est moi, enfin le propriétaire se retournera contre moi. Donc c'est vraiment très sécurisé. On peut pas faire plus pour la compréhension de la caution. De toute façon, c'est écrit, on est d'accord. C'est écrit à la main. Sinon la caution n'est pas valable. D'accord. Même si on a écrit lu et approuvé, ça suffit pas. Non, il faut vraiment écrire le montant, voilà. Exactement. Il y a un modèle préconçu, je ne l'ai pas en tête. Alors, si aucune durée n'a été prévue, oui, parce que l'acte de caution, une durée doit être prévue. Ça peut être une caution peut être engagée pour le montant la durée de 3 ans, par exemple, la première durée du bail, et ne pas être engagée pour renouvelée pour l'après. Renouvellement. Si aucune durée n'a été prévue, la caution est engagée jusqu'à la fin du bail en cours, sous réserve qu'il fasse un courrier recommandé. C'est-à-dire que moi, caution, je fais un courrier recommandé au propriétaire en disant je ne veux plus être caution de monsieur machin. Ça prendra fin, alors si on est sur un bail non meublé, ça prendra fin à la fin de la période de 3 ans. D'accord. Vous savez qu'un bail meublé, un non meublé, ça ne peut pas être en cours. Ça ne peut pas être au moment où on a pris la décision. Non, c'est à la fin d'un renouvellement. Il y a une différence entre la caution simple. Oui, la caution simple et la caution solidaire. Il y a une différence. La caution simple, c'est que le propriétaire doit mettre en œuvre tous les moyens pour se retourner contre le locataire. La caution n'est sollicitée que si le propriétaire a poursuivi finalement le locataire jusqu'au bout. Voilà, que le locataire parce que ça n'alimente pas les problèmes de famille. Non, pas du tout. Si c'est une caution solidaire, par contre, le propriétaire, à partir du moment où il y a un loyer impayé, il peut aller directement toquer à la porte du caution. Il peut attaquer au tribunal aussi bien le locataire que la caution. Caution solidaire, c'est voilà. On en parlera dimanche prochain lors du... Voilà, quand le petit-fils demandera à papy mamie d'être caution. Dimanche midi, ça va être sympa, les réunions familiales. Merci Leslie, on parlera de la portabilité du numéro tout à l'heure. On fait un petit point avec Julien. Oh, il est au taquet, Julien. C'est fini, on peut... Alors ça, c'est les fameux tubes. Donc voilà, donc là, je vais vous en montrer un. Ah oui, une petite démonstration. J'ai pris la galette. Tac. La galette, vous l'avez faite vous-même ? Non. Non, parce que... Pas bien. Non, je regarde. Non, mais on en trouve des très bien faites dans le commerce, on est d'accord ? Parce que là aussi, on essaie de proposer des choses que vous pouvez refaire à la maison. Qu'on peut tous faire à la maison. Je pense que ces produits-là, c'est des produits qui sont facilement accessibles. D'accord. Et puis c'est pratique, ça peut être un gain de temps. Ouais. Ça peut faire une petite entrée pour un soir qui peut être assez rapidement faite. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de prendre un produit comme ça. Bien joué. Bien forme-là, moi. Bien joué. Voilà. Alors, jambon. Donc j'ai mis... Donc on a dit tout à l'heure jambon sec. Jambon sec. Là j'ai mis ma petite pomme qui est cuite. Ouais. Tac. Et là je vais simplement rouler. D'accord. Et ça après on va la cuire au beurre. Pour essayer de... Pour la tenir un peu ? Déjà pour la souder. Et puis pour essayer de la rendre un peu croustillante. Voilà. D'accord, ok. Donc là je vais la cuire après. Ça a l'air bien, ça a l'air joli, ça a l'air bon. Je vous laisse faire, Julien. Ok, c'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause. De
retour dans la troisième et dernière partie de cette émission. Il y a Laure et Lucie qui discutent pendant le off. C'est assez rigolo. Elle papote. Alors, on va revenir évidemment sur ce regroupement de vétérinaires à La Roche-sur-Yon avec Arnaud Bouton et Frédéric Simons qui sont vétérinaires mixtes et vétérinaires équins. On a parlé un peu de vos patients, de vos clients, les éleveurs, etc. Juste une question à propos justement de cette construction de clinique, j'allais dire, sur La Roche-sur-Yon, notamment pour les gros animaux. Est-ce que c'est en lien au fait qu'aussi au Haras, j'ai entendu dire qu'au Haras, on soignait moins les chevaux. Est-ce que ça a été une décision liée à ça? C'est-à-dire que les gens ne s'y retrouvaient pas au Haras? C'est ça. Mais en même temps, il y a une évolution par rapport au Haras. Et d'ailleurs, dans la réflexion initiale, on avait parlé un petit peu justement de voir si on ne s'installerait pas au Haras. Il y avait des plans. Deuxième question. Pourquoi vous ne pas s'installer directement là-bas? Il y a eu des difficultés en fait dans l'évolution du projet, dans la possibilité à évoluer par la suite aussi, qui ont fait que le projet était moins idéal. Et il y avait surtout aussi une autre chose qui était l'accessibilité. Oui, alors ça, j'allais dire. Parce que le centre-ville n'est pas si simple que ça. Et ça peut être super, mais surtout, c'est de mélanger le public et le privé. C'est ça. Oui, parce qu'il y a la partie animation et gestion aussi du site, on est d'accord. C'est sûr qu'on avait trouvé des solutions, mais au final, c'était pas 100% satisfaisant pour le projet, en tout cas. Donc, c'est pour ça. Voilà. Et donc, effectivement, ça fait partie de nos bases de réflexion sur le regroupement. C'est l'évolution des haras nationaux qui ont arrêté leur activité, notamment de suivi de reproduction. Première, d'ailleurs. Oui, tout à fait, qui pour partie se sont regroupés pour former l'Institut français du cheval et de l'équitation. Oui. Et puis après, il y avait l'autre partie qui était la partie France-Haras qui a conservé son activité jusqu'en 2014 et qui a arrêté en 2014. Donc du coup, on a poursuivi en fait l'activité, mais en propre, nous-mêmes, au sein du Haras. Et cette activité, qui était encore au Haras jusqu'à l'année dernière, va se retrouver sur la nouvelle structure à la Cayette. À la Cayette. Arnaud Bouton, on a vu que vous étiez vétérinaire mixte, donc à la fois petits animaux et... alors, chien-chat, on n'a pas parlé des autres, mais ça peut être quoi, un hamster? Je peux amener un hamster chez vous? Oui, ce qu'on appelle ça. Ouais, nouveaux animaux de compagnie. Les animaux de compagnie, voilà. Nouveaux animaux de compagnie. Les NAC. Mais en fait, vous allez abandonner. Vous êtes aussi vétérinaire équin, mais vous allez abandonner donc cette partie-là. Depuis 1 an, oui, 2 ans même, c'est un peu terminé. Mais vous n'êtes pas un peu nostalgique? En psychothérapie, en fait. Non, mais effectivement, de toute façon, dans la vie, il faut faire toujours des choix. Et là, dans un gros regroupement, il y a des choses pour l'intérêt général. Bon, il y en a que ça ne les a pas dérangés parce qu'ils ne faisaient qu'une seule activité. On leur aurait demandé de faire des chiens et des chats, ils auraient c'est mieux parce que vous ne réglez pas vos comptes. Pourquoi vous ne faites pas à l'inverse? J'avoue que j'aurais du mal. Mais pareil aussi, les vétérinaires, les jeunes vétérinaires qui sortent des écoles aujourd'hui, ils ont une dernière année qui est une spécialisation. Et en fait, c'est aussi ce constat-là, c'est que aujourd'hui, trouver un vétérinaire qui sache soigner à la fois du chien, du chat, des petits animaux, soigner des bovins et des chevaux, on n'en trouve plus. On n'en trouve plus. Non. Vous êtes un peu le mouton à 5 pattes. Oui, je suis fier de l'être. Mais oui, et donc oui, on fait un peu dinosaure. Mais mais enfin moi ça m'a apporté énormément parce que c'est aussi une richesse et puis la clientèle est totalement différente aussi. Mais bon, à un moment donné, on peut plus. Il faut se structurer. Voilà. Sans aucune transition, quoique Laure, anti-fourrure. Non, on est chez les anti-fourrures là. Oui, voilà, la parole est aux anti-fourrures. Donc les anti-fourrures sont anti-fourrures pour une raison et une seule, qui est très valable et qui est la défense des animaux. Que ce soit les animaux d'élevage, c'est-à-dire 80% des vêtements qui sont faits en fourrure sont faits à partir d'animaux d'élevage, ou bien les animaux qui ont été pris par piège, les animaux sauvages pris par piège. Ce que défendent les associations de lutte contre l'utilisation de fourrure dans la mode, c'est le droit à vivre dans le respect et la dignité pour les animaux. Ce qui peut peut-être paraître un petit peu cucu pour certains, mais je dois dire que pour préparer cette émission, je suis allée voir sur Internet des vidéos cachées, des reportages faits dans des usines de production de fourrure.
c'est d'une violence, mais vraiment, c'est gerbatoire. C'est gerbatoire. Ça passe vraiment l'envie de mettre de la fourrure. Ouais, d'accord. C'est abominable. Mais je dois reconnaître aussi, j'essaye de faire un peu thèse antithèse parce que c'est un sujet tellement polémique bien sûr. que moi je suis partagée, j'ai pas d'idée sur la question. Ouais. Il faut reconnaître aussi que si on regarde des reportages sur les abattages de viande, on mange plus de viande. Si on regarde des reportages sur les pesticides, on mange plus de céréales. Sur les engrais, on mange plus de fruits et légumes. Sur la production des smartphones, on n'achète plus de téléphone. Sur la production vestimentaire, on s'habille plus et on part vivre jeûner dans une grotte tout seul. En ermite. Et tout nu. Tout nu. Alors. Donc, sans tomber dans des extrêmes pareils, on peut vivre avec quelques bémols éthiques. On n'est pas obligé de se balader avec des grands manteaux de visons sauvages, mais si on est vraiment tenté par un peu de fourrure, on peut simplement se renseigner sur la provenance de la fourrure. Maintenant, c'est obligatoire depuis 1991, bon, c'est pas récent quand même, c'est obligatoire que sur l'étiquette, il y a indiqué le pourcentage de fourrure dans le vêtement, de quel animal il s'agit et la provenance. D'accord. Et en lettres tracé, bien lisibles, etc. Bon, c'est pas très bien respecté, mais normalement c'est obligatoire. Donc quand même on peut se renseigner. Depuis 2008 seulement, en France il n'y a plus ni chien ni chat dans les fourrures vestimentaires. Ah, parce qu'il y avait il y avait les renards aussi avant. Jusqu'en 2008, moi j'étais surprise que ce soit que depuis 2008. Les renards aussi. Et puis j'en reviens à mon dada du marché d'occasion. On peut aussi, si vraiment on a envie d'un manteau en fourrure, on peut acheter un manteau en fourrure qui a été fait il y a 40 ans. Le pauvre animal, au point où il en est, de toute façon, on ne peut plus faire grand-chose pour lui. Il est toujours mort. autant le porter. Après, il faut voir si le vêtement n'est pas mité, etc. Oui, bien sûr, c'est sûr. Donc, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on voit que le monde de la mode et le monde tout court est quand même très partagé sur ce sujet. Et pourtant, l'industrie de la fourrure est en croissance constante. En 2011, ça représente 15 milliards de dollars. Et en 2016, ça représente plus de 40 milliards de dollars. Donc, en fait, c'est énorme. Parce qu'un vison, ça coûte je ne sais pas combien. Enfin, oui, alors c'est vraiment en grande partie dû au marché des pays émergents comme la Russie ou la Chine. D'accord. Et à ce sujet, la Chine s'est donc mise à produire de la fourrure. Et alors là, la réglementation, autant dire que c'est pas tout à fait la même qu'en Europe. Donc quand même, quand on va acheter un vêtement et qu'on voit qu'il a été fabriqué en Chine, on peut légitimement se poser la question de la façon dont l'animal qui a produit la fourrure a été produit, traité, etc. D'accord. Merci Laure. Je rappelle que vous pouvez contacter directement Laure à l'atelier d'image et vous avez les coordonnées qui s'inscrivent sur votre écran. La portabilité du numéro. Rien à voir. Oh mon Dieu, non, rien à voir ici. Alors, le grand écart. Oui. Alors, la portabilité du numéro, c'est la possibilité offerte au consommateur de changer d'opérateur tout en conservant son numéro de téléphone. D'accord. Ce qui est quand même pratique. En clair, je suis à Orange, je veux passer chez Bouygues, je peux garder le même numéro. Vous pouvez garder votre 06. Pour être d'accord. Pour être disponible et joignable. Exactement. Oui, parce que je dis 06, mais maintenant il est 07 aussi. Oui, il y a les 07. C'est vrai, c'est vrai. File-moi ton 06, ça ne marche plus. Bah, file-moi ton 07. Le portage du numéro est gratuit. Ouais. Donc par cette démarche de portabilité, parce que du coup il y a un cadre légal quand même à la portabilité du numéro, le consommateur mandate un nouvel opérateur pour demander la résiliation auprès de son ancien opérateur. C'est-à-dire que clairement, vous allez voir un opérateur, Orange, Bouygues ou SFR, vous dites « Bonjour, je veux que vous... je veux garder mon numéro. Je veux garder mon numéro. Je vous mandate pour que vous alliez résilier mon contrat chez un tel. Chez l'autre. » D'accord. Voilà. C'est lui qui le fait à notre place. Exactement. Le consommateur, en théorie. Quand tout se passe bien. Oui. En théorie, la théorie, c'est un super pays. Il y a plein de trucs, on fait plein de trucs en théorie. Donc la résiliation, je peux discuter ou... Oui, allez-y, excusez-nous. Je vous laisse. Non, mais ça veut dire que ça nous intéresse. Alors ensuite, vous avez plus beaucoup de temps. La résiliation du contrat, forcément, la résiliation du contrat prend effet avec le portage effectif du numéro. Donc pas de démarche à faire par le consommateur, on l'a dit. Attention, il faut bien que vous vérifiez aussi que vous n'êtes plus sous engagement. On en a déjà parlé, mais généralement, quand vous souscrivez un nouveau contrat, vous êtes engagé pour 24 mois. Oui, c'est ça. L'opérateur ne le fait pas. Vérifiez que... Normalement, il est censé vous dire que vous pouvez le vérifier facilement, mais ça peut pas être toujours résilié tout de suite. Voilà, il faut toujours vérifier que vous n'êtes pas en période d'engagement. Donc, pour procéder à la portabilité du numéro, il faut que vous récupériez votre RIO. Votre relevé d'identité
opérateur. Donc pour ça, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone portable et vous faites le 3179. D'accord. Non, je vous vois en régie. Ne prenez pas votre téléphone tout de suite. Vous attendez que je termine ma chronique et que l'émission soit terminée. Ils sont tous en train de... 3179, est-ce qu'elle nous raconte bien la vérité? Donc effectivement, vous appelez, ils vous disent votre date de fin d'engagement et votre numéro RIO qui est nécessaire pour vous présenter devant le nouvel opérateur pour procéder à la portabilité du numéro. Si vous souhaitez conserver votre téléphone, il faudra bien que vous pensiez à procéder au décimlocage de votre téléphone. C'est-à-dire physiquement, le téléphone physiquement. Parce que le téléphone, quand vous l'achetez, il est bloqué chez tel opérateur pendant 6 mois. D'accord. Donc vous pouvez procéder, c'est pareil, il faut le demander à l'opérateur. Le portage s'effectue normalement dans le délai d'un jour, quand tout se passe bien. Ouais. Sauf demande Pourquoi vous me regardez sauf demande contrainte du consommateur, parce que c'est pareil, le consommateur peut demander à ce que la portabilité, le portage du numéro soit fait 2 mois plus tard. Ça ne se fasse pas tout de suite, oui. Voilà. D'accord. Donc attention, si vous avez conclu votre téléphone votre nouveau contrat par téléphone ou démarchage à domicile, vous avez toujours les 14 jours de rétractation. Donc le portage du numéro ne s'effectuera qu'au bout de 14 jours. Très bien, c'est très clair. 31,79, retenez ça. Vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez y aller. Leslie, vous pouvez évidemment la retrouver à UFC Que Choisir. Le numéro s'inscrit aussi sur votre écran. Et UFC, c'est aussi à La Roche. On va terminer tranquillement cette émission. Je vois que Julien est déjà prêt. C'est un truc de malade. Vous savez que vous ne gagnez pas de points supplémentaires quand vous êtes prêt en avance. Ah bon? On va en parler tout à l'heure. Je voudrais juste finir sur le regroupement de vétérinaires. Juste par curiosité, une journée d'un vétérinaire, ça ressemble à quoi? Ça dépend. Vous vous levez tôt? Non, c'est pas toujours la même chose, je suppose. Mais Arnaud, on se lève le matin, on ne sait pas ce qu'on... on a des chirurgies. En petits animaux, le matin, il y a des chirurgies qui se font tous les matins. Il y en a un qui est en chirurgie, puis on est en binôme, et il y en a un qui est en consultation. Puis l'après-midi, c'est les urgences. Mais toute chirurgie, même la chirurgie la plus banale, de temps en temps, ça peut aussi se passer ça peut mettre plus de temps que... Même si c'est la routine, de toute façon, chaque animal est différent, chaque anesthésie peut être différente et tout ça. Donc, c'est jamais la technique est toujours la même, mais... C'est jamais la même chose et l'animal n'est pas le même. Et surtout, là, il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Et c'est pareil pour les gros animaux. Hein. Une césarienne, la technique est toujours la même, mais la vache, elle ne sera jamais la même d'une césarienne sur l'autre. Donc, il faut toujours être vigilant. Et donc, ce qui est intéressant... Vous savez quand vous commencez votre journée et vous ne savez pas quand vous allez la terminer? On sait. Normalement... C'est un peu comme les médecins. Voilà, oui. Et on fait des parallèles avec les médecins. Non, effectivement, on ne compte pas ses heures. Mais après, il faut que ça... Enfin, je veux dire, si on ne compte pas ses heures, c'est par passion. Si on ne fait pas ça par passion, à un moment donné, effectivement, on s'en lasse. Oui. On est en carence, entre guillemets, de médecins, surtout en ruralité aujourd'hui, on ne cesse de le dire. Est-ce qu'on manque de vétérinaires aussi? Frédéric? Moi, je dirais non. Après, pas évident, ça dépend. Il y a certains confrères qui ont du mal à trouver des remplaçants ou des aides parce qu'ils ont une activité qui n'attire pas les jeunes. Maintenant, je pense qu'il y a suffisamment de jeunes qui sont formés. Il y a certains secteurs qui sont pénalisés par rapport à d'autres. Lesquels? Plus l'activité rurale est certainement pénalisée aujourd'hui par rapport à l'activité petits animaux. Donc tout ce qui est bovin, etc. Mais est-ce que c'est lié aussi au contexte très difficile des agriculteurs aujourd'hui? On en a encore parlé la semaine dernière avec des manifestations, mais est-ce que... Certainement, c'est lié à ça? C'est-à-dire qu'ils ont les vétérinaires ruraux ont moins entre guillemets d'activité parce que il y a moins d'agriculteurs. Sûrement, mais pareil, aujourd'hui, même en Vendée, les agriculteurs, ils se regroupent aussi, ils font des grands GAEC et tout ça. Ouais. Toutes les petites exploitations, et malheureusement, elles sont vouées à disparaître. Et après, on est dans des fermes où il y a plus de 100 vaches, pour qu'on ait qui est aussi une rentabilité, parce qu'il y a un terme économique derrière. Pour en revenir, à mon avis, aux vétérinaires, enfin, il y a 450 vétos qui sortent par an. 450 sur toute la France. Toute la France. Il y a 4 écoles. Pour moi, on n'est pas spécialement en pénurie. Après, c'est le choix qu'on veut faire, et puis son choix de vie aussi qu'on veut faire. Mais je pense que beaucoup de jeunes aussi se mettent des barrières au départ. Ouais. Je pense que, on est plus dans les mêmes générations, et je pense que l'expérience, c'est quand même important, et de dire tout de suite on veut ça, on veut s'associer, on veut s'installer et tout ça. Il faut aussi, le temps de s'installer. Voilà. C'est là où le regroupement a apporté certaines choses, parce que ma journée qui est un peu différente de ceux qui sont en plus fixe, parce que
Arnaud travaille essentiellement à la clinique, donc il ne se déplace pas beaucoup, au contraire de moi qui me déplace quand même beaucoup. L'idée de notre clinique, c'est quand même aussi de faire venir plus d'animaux à la clinique pour éviter les déplacements. Mais malgré tout, nos journées commencent en saison, c'est-à-dire pendant la saison de reproduction où on a un surplus d'activité, en général à 8h du matin, voire parfois un peu avant. La saison de reproduction, c'est de quand à quand ? De février à juillet. Donc là, ça va venir là ? Ça va démarrer pour les chevaux, bien sûr. Et donc, ça, c'est une période d'activité un peu plus intense parce qu'il y a une activité supplémentaire qui vient se rajouter à l'activité quotidienne habituelle. Donc, et le fait, c'est de regrouper, on est plus nombreux, et donc on a une meilleure maîtrise un petit peu de quand on termine nos journées. Mais effectivement, on ne sait jamais comment va se finir la journée, quoi. Très bien, c'était passionnant, mais on va goûter le plat de Julien. Alors Julien, on rappelle peut-être ce que c'est. Je vais y arriver, vous avez découvert devant vous. Alors oui, c'est une manière de revisiter un petit peu la galette de blé noir jambon. Je vous invite à goûter. Donc galette, jambon, la pomme à l'intérieur. On prend un peu de chèvre avec, c'est ça ? Voilà. Effectivement, la galette est bien croustillante. C'est exactement ça, c'est croustillant, en fait. Oh, c'est délicieux. Le tour, pardon, c'est pas bien de... Mais il y a plusieurs strates, en fait, quand on mange. Et vous avez mis de la mâche. J'ai mis un petit peu de mâche nantaise. Parce que c'est la saison. C'est délicieux. C'est à la carte ou pas, non. Caro ? Non. C'est que pour nous ? C'est que pour vous. Oh, c'est incroyable. Merci, Julien. Merci beaucoup. Vous pouvez évidemment retrouver Julien au carreau à La Roche-sur-Yon. Vous avez le numéro de téléphone qui s'inscrit sur votre écran. J'en ai encore plein la bouche. Pardon. Merci beaucoup, Arnaud. Merci Frédéric. Bon courage pour cette ouverture bientôt, là, en mars. C'est demain, hein ? C'est demain, oui. Et il y aura une inauguration ? Bien sûr. Plus tard. En juin, Début d'été, très bien. En tout cas, bon courage, bon déménagement. Merci. Merci les filles, on se revoit très vite. Merci Julien. Vous le retrouvez au carreau à La Roche, je viens de le dire. Merci à vous, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.